Bonjour à tous, merci d'être venus. Je suis Farouk et je vous parle aujourd'hui d'expérience utilisateur et de comment... j'essaie de répondre à cette question, est-ce que c'est une affaire de spécialiste, d'équipe ou d'entreprise? Avant ça, bien sûr, je voudrais remercier l'ensemble des sponsors et des organisateurs. Alors j'en fais partie, donc je suis un peu biaisé, mais parce que pour monter un événement comme celui-là, il faut pas mal d'efforts, ça va prendre des mois de travail. J'aimerais que vous remerciez l'ensemble des orgas et des sponsors, parce que sans eux, on ne pourrait pas faire un événement encore plus, en plus gratuit. On est un des tout derniers événements français gratuits. Et croyez-moi, c'est pas simple de le maintenir gratuit. Pour m'échauffer un petit peu, je vais parler un tout petit peu de moi, parce que comme c'est plus facile comme ça. Moi, je suis un ancien développeur reconverti consultant en assistance à maîtrise d'ouvrage. Puis après, j'ai fait tout un tas d'autres trucs autour de la chefferie de projet, comment on dit, ou direction de projet, direction de programme, direction de service. Et puis depuis une dizaine d'années, je me suis orienté plus sur le coaching agile et actuellement je travaille pour une web agency qui s'appelle B2Moro, qui est basée à Bordeaux et qui existe depuis 23 ans, je crois, si je me rappelle bien. Et la raison pour laquelle je me lève tous les matins pour aller au boulot, c'est d'accompagner des gens, que ce soit des personnes qui sont individuelles, des équipes ou des entreprises, pour réaliser leur potentiel. Et j'essaie continuellement d'améliorer l'expérience, le professionnalisme et l'excellence opérationnelle. Et c'est ce qui m'amène à réfléchir aujourd'hui, à vous présenter l'UX. Alors déjà, je vais essayer de repositionner un petit peu l'UX, parce qu'on en entend beaucoup parler, mais ce n'est pas forcément très clair. Déjà, je vais me baser sur les normes ISO de l'UX, je ne sais pas si vous le saviez, mais donc la norme 9241-210, qui explique que l'UX, donc l'expérience utilisateur, est la perception des utilisateurs résultant de l'utilisation d'un produit, système ou service. Cette perception est influencée par des facteurs tels que, c'est hyper intéressant là, les contextes d'utilisation, les caractéristiques du produit et les capacités et attentes de l'utilisateur. Et puis, il y a un groupe assez influent dans l'UX qui s'appelle le Nielsen Norman Group, qui ajoute ou qui complète l'ensemble des émotions et attitudes d'une personne face à l'utilisation d'un système, produit ou service particulier, y compris l'interface utilisateur, le design graphique, le design industriel, la documentation et l'assistance technique. Alors, ce qui est intéressant quand on regarde déjà ces deux définitions, c'est qu'elles ne disent pas exactement la même chose. Si vous remarquez bien, perception des utilisateurs, bon, mais perception, qu'est-ce que ça veut dire? Là où j'aime bien la définition du Nielsen Norman Group, c'est qu'ils parlent, eux, d'émotions et d'attitudes. Par contre, on retrouve des choses ensemble, heureusement, j'ai envie de dire, des critères identiques, c'est-à-dire l'utilisation, plutôt l'utilisabilité, usability en anglais, des produits, systèmes ou services. Bon, une fois qu'on a dit ça, on se demande qu'est-ce que c'est une UX pertinente. Donc, d'après la documentation, un produit UX réussi est un produit utile, donc qui apporte quelque chose, facile d'utilisation, on retrouve l'utilisabilité, et émotionnellement attractif. Et pour y arriver, un produit doit être centré sur l'utilisateur, le développement du produit, donc la manière dont on conçoit et construit le produit, doit être centré sur l'utilisateur et holistique. Donc, holistique systémique, ça parle à tout le monde, je pense. C'est-à-dire qu'on doit considérer l'ensemble des interactions, l'ensemble des émotions, l'ensemble des moments où un utilisateur va faire appel à un service, ou à un produit, ou un système. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi cet aspect itératif, c'est-à-dire que le travail de l'UX n'est jamais terminé. Ce n'est pas parce qu'on a identifié des choses que c'est terminé. Ça va évoluer. Donc on a ce besoin nécessaire d'itérer sur tout ce qu'on aura pu identifier qui va déterminer ce qu'est une bonne UX. Et ce qui est encore plus cool avec l'UX, c'est qu'on dit ça a l'air très logique intuitivement, mais ça a un vrai impact économique. Une Impact Information Age explique que les recherches mettent en avant des corrélations très fortes entre une UX efficace, c'est-à-dire qui permet aux utilisateurs d'atteindre leurs objectifs, et à la fois la rétention et l'acquisition des clients. Donc ça veut dire que ça apporte vraiment de l'argent, d'accord ? Je ne suis pas sûr que je l'ai mise, mais il y a une étude, je crois que c'est Amazon, si je ne dis pas de bêtises, de AWS précisément, qui dit que pour 1 euro investi dans l'UX, vous avez de manière garantie un retour sur investissement de 2 à 100 euros, ils disent en dollars en l'occurrence. D'accord ? Donc c'est hyper intéressant. Puis j'en ai mis une deuxième là, qui sort de McKinsey, qui n'est quand même pas une petite entreprise sortie de nulle part, qui dès 2016 disait que
je l'ai mis en anglais, alors je vais vous la traduire en direct. J'aurais peut-être dû la traduire avant, ça aurait été plus simple. Consumable Design Customer Journey, donc des parcours utilisateurs bien conçus, pardon, et consistent, je vous laisse traduire. Better links satisfaction économique, blablabla. Vous avez beaucoup d'intérêt à faire une belle UX. Je suis désolé, c'est la fin de la journée. J'aurais vraiment dû la traduire. Par contre, à contrario, pardon, si vous faites une UX limitée, vous allez avoir exactement l'inverse. Bon, là, je vous laisse lire. Ouais, je vais pas... Non, c'est long en plus. Non, mais regardez bien. Donc, 70% des clients e-commerce abandonnent leurs achats à cause d'une UX pourrie. On est à Bordeaux, on a tous vécu les anciennes versions de Cdiscount. Je connais plein de gens ici qui ont travaillé prévoit Cdiscount sans vouloir jeter le truc. Pourquoi ça a sauté? Ok. Oula. C'était le câble quoi? Ah, le câble d'entre là. C'est pas très pratique pour moi. Je vais lire là alors. Bref, abandonnent leurs achats à cause de l'expérience qui est pourrie. 88% des clients consommateurs en ligne ont moins de chances de revenir sur un site internet s'ils ont vécu une mauvaise expérience utilisateur, etc. etc. Et c'est vraiment vérifié, et vous voyez qu'il y a un certain nombre de chiffres qui sont récents, puisque la dernière étude date de 2022, parmi celles que j'ai citées. Mais, c'est bien beau, l'UX seul ne suffit pas. En réalité, dans notre travail, ce qu'on doit faire, enfin ce qu'on essaye de faire, c'est de livrer de la valeur. On parle tout le temps du terme de valeur dans tous les frameworks, toutes les méthodos, tout ce que vous voulez. Et en fait, cette valeur elle va être composée de plusieurs aspects. L'UX, donc c'est-à-dire la valeur pour les utilisateurs, d'accord, mais aussi l'UX, la valeur pour les clients, donc ce ne sont pas forcément les mêmes personnes. Typiquement, si vous êtes dans une entreprise, je ne sais pas, un logiciel au hasard, on achète une entreprise, c'est rarement vous qui allez acheter le logiciel, c'est quelqu'un d'autre, et puis vous héritez du logiciel. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà eu le bonheur d'utiliser des ERP, mais en général, on n'est pas hyper content en termes d'UX quand on utilise un ERP, que ce soit SAP ou un autre. Donc, les acheteurs ont leurs propres objectifs, ont leur propre intérêt à utiliser le système au sens large du terme, et ce n'est pas forcément la même chose que les utilisateurs. Mais ça ne suffit toujours pas. Il y a aussi la valeur business, c'est-à-dire qu'il faut qu'à un moment, nous, notre entreprise, l'entreprise existe a priori, on travaille tous dans les entreprises commerciales, donc a priori, elles ont un modèle économique qui nécessite qu'on rentre de l'argent. Donc, c'est bien beau de satisfaire les utilisateurs, éventuellement les acheteurs, mais si ça ne nous permet pas de survivre, il y a un problème. Et puis, on peut même aller plus loin et parler de valeur sociétale. Alors, on parle beaucoup en ce moment en France de RSE et de l'impact des entreprises sur la société d'une manière générale. Et donc, penser une bonne UX au sens valeur pour les utilisateurs ne va pas suffire. Il faudra essayer de trouver comment on va aller piocher dans chacune de ces 4 sphères pour avoir un produit pertinent. Maintenant, je pense qu'on a refait un peu les bases de l'UX, je pense que vous n'avez pas découvert grand-chose, enfin, peut-être certains d'entre vous après tout. Mais dans les produits, dans les équipes produits au sens très large du terme, comment l'UX est impacté, est mise en œuvre. Il y a plusieurs niveaux d'intégration. En général, truc de base, alors j'ai pas osé mettre le niveau où il n'y a personne qui fait de l'UX dans l'équipe. Je pense que ça existe, j'espère plus, ou très peu, mais ça pourrait. Mais dans quel cas, on tombe dans les écueils, probablement dans les écueils dont j'ai parlé plus haut. Quand il y a l'UX qui est porté, première approche que j'ai vue très souvent, y compris dans ma propre société, c'est le product manager, product owner, appelez-le comme vous voulez, qui va porter le message du UX. Donc moi je vois parfois des product owners qui passent leur temps à wireframer, des choses comme ça. Et c'est pas forcément pour ça qu'on a pensé le travail de product manager. Le product manager, il est là pour justement maximiser la valeur qui est livrée, fournie à l'ensemble des personnes dans l'écosystème. D'une certaine manière, bien sûr, il doit penser à l'UX et à la valeur qu'il livre à chacun, mais pas seulement à l'utilisateur final. Bien que l'utilisateur final soit très important, évidemment. Après, le niveau au-dessus, c'est il y a un expert dédié qui vient et qui porte tout le travail du UX sur ses épaules, un peu comme à l'époque, on avait des QA, remarquez, ça existe toujours, hein, qui font le travail, les développeurs ne font que le code, etc. etc. Et puis, dans le meilleur des cas, on tombe dans les équipes pluridisciplinaires, et dans ce cas-là, il y a l'expert UX, et je vous le dis, il faut un expert UX, UX UI, si on fait du design de produit,
dans l'équipe, mais là, il va changer de rôle, puisque au lieu de porter l'ensemble du travail, il va assister l'ensemble de l'équipe pour que l'UX soit la plus pertinente. Ouh, petit raté, excusez-moi. Magnifique. Qu'est-ce qui se passe quand l'UX est assuré par le Product Manager? J'en ai parlé un petit peu. L'avantage, c'est que ça coûte moins cher à l'entreprise. Ça évite d'avoir un expert supplémentaire. L'alignement est plus simple, plus immédiat avec les objectifs que porte le Product Manager. On a des décisions plus rapides. Et, assez naturellement, les Product Managers pensent à l'utilisabilité. Donc c'est quand même beaucoup mieux que quand personne n'y pense. Et puis ensuite, à face à ça, il y a des risques et défis. Typiquement, la profondeur est limitée dans la capacité de conception centre utilisateur. Un PM est rarement formé à l'UX. Ce n'est pas un expert. Ça peut arriver, hein. Il y a des boutons à 5 pattes et c'est super quand ça arrive. Mais en l'occurrence, voilà. Tout ce qui concerne ce qu'on va appeler plus généralement la discovery ou l'UX research, pour utiliser le terme plus UX, va être limité. Donc recherche des tests utilisateurs vont être souvent inadéquats ou absents, parce que les PM ne vont pas y penser, clairement. Et puis il y a la difficulté à équilibrer les priorités concurrentes. Parce qu'évidemment, le PM, il pense à sa deadline, il pense à un certain nombre de contraintes qu'il subit, et c'est naturel, c'est son travail. Et il va un petit peu mettre de côté, enfin en tout cas il va économiser des efforts sur l'UX dès qu'il va pouvoir le faire. De la même manière qu'il économise souvent sur des efforts côté technique, en termes de qualité, en termes de refacto, en termes de mise à jour de système, et j'en passe. Et puis, mécaniquement, si c'est tout porté par le PM, il n'y a pas vraiment de collaboration. Autrement dit, on ne bénéficie pas des avantages de partager. C'est impossible. Mais ça apporte quand même de la valeur. Donc, par exemple, AWS dit que les équipes passent 50% de temps supplémentaire du fait de ces risques et défis, on arrive à ces limites-là, et une étude AWS nous dit que les équipes passent 50% de leur temps, jusqu'à 50% de leur temps, voire plus, à refaire des choses à cause du manque d'expertise UX. C'est hyper important, hein, 50% du temps, voire plus. Et ils ont fait ça sur une étude très lourde. Qu'est-ce qui se passe quand on a un expert UX? On a des pratiques UX plus élaborées, logique, il est là pour ça. On a une profondeur plus approfondie de la conception, et on a des prises de décision qui sont plus basées sur des faits, parce que assez naturellement, les gens qui sont formés à l'UX ont ce côté orienté métrique, qu'on n'a pas forcément beaucoup quand on n'a pas d'expert UX. Malgré tout, les PM, pour être très honnête, enfin les bons PM en tout cas, ont cette approche métrique. Mais pas forcément sur l'UX. Est-ce qu'un écran, si je prends un exemple du UI pour le coup, mais est-ce qu'un écran est plus pertinent en termes d'utilisabilité qu'un autre? Pas sûr qu'un PM soit capable de poser une mesure. Un expert UX, naturellement, peut vous apporter ce genre de bénéfices. Et alors c'est très intéressant parce que donc, le fameux Nielsen Norman Group dit qu'en testant avec seulement 5 utilisateurs, vrais utilisateurs, on peut découvrir environ 85% des problèmes d'utilisabilité. 5 utilisateurs. C'est rien du tout. Si vous faites tous du développement de logiciels ou de produits de manière générale, combien de vrais utilisateurs testent vos produits avant qu'ils partent en production? De vrais utilisateurs. Il vous en faut 5. Donc avoir un expert UX, ça va quand même assez naturellement avoir envie, vous donner envie à l'équipe, à l'organisation, d'aller chercher des vrais utilisateurs, de les mettre face à le vrai produit avant qu'il ne sorte en production, y compris de manière limitée, A/B testing ou autre technique du même genre, de ça, c'est qu'en faisant des interviews utilisateurs, et ça va déjà vous apporter quelque chose. Niveau suivant, c'est l'équipe guidée par l'expert UX. Oh là, ah oui, cet écran là-bas, il est vraiment... Ah oui, il est là? Ouais. Ok, ça y est, c'est bon. Ou pas. Quand vous avez une UX partagée par l'ensemble de l'équipe, forcément, vous avez une cohérence plus grande. Parce que, typiquement, les développeurs, ceux qui créent du code, si je parle d'un logiciel, ceux qui vont fabriquer le produit, mais aussi ceux qui vont le maintenir, ceux qui vont le mettre en production, ceux qui vont le mettre en magasin si c'est un produit physique, etc., vont avoir une meilleure connaissance des impacts de ce qu'ils font et de comment ils le font, et donc ça va améliorer la cohérence. Il y aura une réactivité et une flexibilité accrue, on ne dépend pas d'une seule personne, etc., etc. Et globalement, il y a un meilleur engagement de l'équipe. Mais ce que je dis pour l'UX va fonctionner pour le test, pour le développement les techno-développement logiciel, etc., etc.
Et ensuite, vous avez par contre des vrais enjeux sur la formation continue, parce que c'est assez rare que les développeurs, encore une fois je prends l'exemple du logiciel, soient formés, ne serait-ce qu'à ce que veut dire l'UX, et puis à ce que ça veut dire de faire un test d'utilisabilité par exemple. Ils n'ont pas forcément très envie de faire du travail supplémentaire pour découvrir ces choses-là aussi, il faut être honnête. Et je peux parfois les comprendre, mais bon, c'est nécessaire. Et puis, évidemment, si on n'assure pas un niveau de compréhension commune suffisamment grand dans l'équipe, on risque des malentendus, et il va y avoir des jeux d'équilibre entre les responsabilités concurrentes. Donc l'expert UX va dire « Ah ouais, non, mais moi je ne peux pas ne pas faire ça », le PM va dire autre chose, les développeurs vont ramener leurs phrases aussi, etc. etc. Mais, si vous lisez la petite phrase qui est en bas, en apportant ou en mettant en œuvre un focus sur l'expérience des clients, donc c'est un peu plus large, oui, ça augmente leur volonté de payer plus, 14,4%, ça réduit leur reluctance, j'ai entendu un mot, non ? Réticence, exactement, merci. Réticence, je parle trop. Leur réticence à changer de marque, parce que sinon, tous comme on est, il y a plein de marques qui nous livrent à peu près les mêmes services, il y a souvent beaucoup de concurrence. Et à améliorer, booster la probabilité de recommander, vous avez tous entendu parler par exemple du NPS et de l'importance de la recommandation dans les pirates métriques, dans les métriques pirates en français, pardon, de 16,6%. C'est le temps qui reste ou c'est le temps qui est passé? Ça va, je suis large, j'avance hyper vite. Donc maintenant, on va essayer de faire un focus sur les méthodologies UX dans les équipes produits. En fait, vous allez voir qu'il y en a plein. Le design thinking, je pense que tout le monde en a entendu parler. Il y a le Lean UX, qui en a déjà entendu parler? Un petit peu, c'est pas mal. L'Agile UX. Moi aussi, j'ai découvert en faisant mes recherches pour le Growth Driven Design. Le Design Ops. Ah, tu connais le Design Ops? Ah, incroyable. Si. Et le Human Centered Design. Ah, il y a des experts là. Et il y en a plein d'autres en fait. Si vous cherchez, c'est incroyable. Donc, ce qui est assez remarquable, c'est qu'il y a des tas et des tas de méthodologies, pour dire un terme très large, qui vont vous aider à implémenter de la pensée UX au sein des équipes. Et pourtant, il y a finalement assez peu de gens qui les connaissent et à contrario, les deux premières sont hyper connues, sont les plus connues, et pourtant, quand on regarde un petit peu le niveau de connaissance réel, ça peut être mieux. Du coup, qu'est-ce que ça voudrait dire d'avoir l'UX au-delà des produits et des équipes produits? Déjà, il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que les clients se moquent des produits. C'est triste, parce qu'on y passe beaucoup d'énergie et d'envie, mais les clients se moquent des produits. J'en ai pour preuve que les clients utilisateurs vivent une expérience avec l'ensemble de l'écosystème du produit. L'ensemble de l'écosystème du produit, ça veut dire ce que ça veut dire. C'est toutes les interactions, même micro-interactions que l'on a avec un produit ou son écosystème, produit des émotions chez nous, et donc, puisqu'on a parlé d'émotions, produit de l'UX. D'accord ? Donc, il ne faut pas s'arrêter uniquement au produit et ce que le produit fournit. C'est super important d'aller au-delà. Parce que sinon, on va créer des incohérences. Par exemple, qui est hyper classique, une entreprise commercialise plusieurs produits ou services. Vous commencez par un premier produit, vous êtes super content, tout se passe très bien. Vous allez chez le deuxième produit, et là, vous vous rendez compte qu'il n'y a aucun process, ni process d'achat, ni process d'achat sur service après-vente, etc., qui sont les mêmes. C'est des trucs horribles. Il y a quelques années, quand la plupart des marques ont commencé à sortir c'est toujours plus ou moins le cas d'ailleurs, des sites de vente en ligne, c'était complètement décorrélé dans le retail, typiquement, c'était complètement décorrélé de l'expérience que vous viviez en magasin. D'ailleurs, souvent, vous aviez un compte pour le système Internet, et puis ça n'avait rien à voir avec... Puis après, ça s'est un petit peu amélioré. Là, on commence à avoir une forme d'expérience un peu... Et encore, c'est pas encore complètement fou.
Mais en tout cas, c'est dingue de voir quand parfois des entreprises ont un produit phare, et il y a une expérience utilisateur qui est géniale, et puis à côté, ils ont d'autres produits parce qu'ils ont envie de gagner de l'argent sur autre chose. Et là, l'expérience, elle est complètement différente, pour rester poli. Et donc, c'est hyper important d'y penser. Hop là. Autre chose, c'est qu'on va ressentir une satisfaction très forte dès qu'un élément de la relation avec l'entreprise se passe mal, même si le produit est pertinent. Je vous donne un exemple concret. Dans les rachats qu'il y a assez souvent de produits qui sont gratuits sur Internet, des produits sur lesquels on a beaucoup investi, je pense à... il y a une grosse passe de commerce de services gratuits, je pense à Git, je pense à Google, etc., qui d'un seul coup ont dit « Ah, vous savez quoi, c'est payant ». D'un seul coup, la satisfaction, elle a fait une grosse chute, et il y a plein de gens qui ont tourné le dos à ces solutions. Plein de gens ont aussi accepté de payer. Il y a d'autres cas, c'est quand vous avez un rachat d'une solution, quand la nouvelle société arrive et dit « Ah, vous savez, le tarif qui était jusqu'à présent de je ne sais pas combien, il passe à autre chose », ou alors vous avez des limitations qui tombent d'un seul coup. On l'a vécu avec Slack, par exemple, beaucoup, ces derniers mois, années. Et c'est de pire en pire, objectivement. Voilà. Automatiquement, on ne va plus penser à Slack comme étant un super... je prends l'exemple de Slack, je pourrais prendre d'autres. Un système hyper intéressant. Et puis, donc, il y a Theodore Levitt qui a dit dans les années 60, ça date un petit peu, une phrase qui est hyper intéressante, c'est « Les gens ne veulent pas acheter une perceuse qui permet de faire des trous d'un quart de inch, un pouce, pardon. Ils veulent pouvoir faire des trous d'un quart de pouce. » Et c'est vrai, quand on prend un outil, moi, ces petites zapettes, là, ce que j'attends d'elle, c'est que quand j'appuie sur le bouton, ça change, ça fait avancer mes slides. Si d'un seul coup ça marche plus, ça me saoule. De la même manière que l'écran qui bouge, là, ça me saoule. Etc., etc. Et donc je me dis, merde, le système de cette entreprise qui est pourtant cool, qui s'appelle Innov et qui nous accueille très généreusement, il n'est pas ouf, quoi. Et ça, c'est important. Donc, oui, les clients se moquent de nos produits. Ils veulent plus que ça. Et donc, si vous pensez l'UX de manière beaucoup plus stratégique, beaucoup plus large que simplement en termes de services rendus par votre produit ou par vos produits, vous allez avoir une meilleure approche systémique et à partir de là, vous allez apporter beaucoup plus. Donc, par exemple, il y a Clayton Christensen qui a dit que la bonne expression, c'est qu'on est dans une relation d'embaucher un produit. En fait, on embauche un produit, mais au sens littéral du terme. C'est-à-dire que, de la même manière que quand on est embauché ou qu'on embauche quelqu'un pour faire quelque chose, si vous embauchez un jardinier pour s'occuper de votre jardin, vous attendez de lui qu'il soit à l'heure, que ça se passe bien, qu'il ne fasse pas trop de bruit, que votre jardin soit bien taillé, j'en passe, bien entretenu. Vous attendez beaucoup plus que simplement votre rosier préféré qui fait des jolies fleurs, quoi. D'accord ? Donc cette notion de embaucher est vachement intéressante. Et c'est pour combler un écart entre leur situation actuelle et leur attente. Ah, je me trompe de sens, ça ne marche pas bien. Donc le défi est de créer des expériences qui rendent les gens heureux, donc là on parle d'émotion, par l'accomplissement du travail leur permettant de combler un écart de bonheur. Donc ça, c'est tiré de Netflix. Et puis, au final, Netflix va un peu plus loin, il dit « Vous ne travaillez pas à créer des octets ou des atomes, vous créez de l'endorphine, de la dopamine, de l'ocytocine et de la sérotonine. » Alors, en résumé, ce sont les 4 hormones, merci, ce sont les 4 hormones du bonheur. D'accord ? Ces 4 hormones, lorsqu'on les sécrète, lorsque le cerveau les sécrète, il aime ça, il en redemande tout de suite. Je vous invite à lire là-dessus, sur Leaders Eat Last de Simon Sinek, qui explique ça très très bien, et qui explique pourquoi c'est hyper important et comment on peut sortir notamment de l'endorphine et de la dopamine pour aller chercher des choses plus collectives. En fait, 2 d'entre elles sont individuelles et 2 d'entre elles sont collectives. On les ressent grâce aux autres. Donc si on prend l'expérience utilisateur par cet écart de bonheur et cette volonté d'aller faire ressentir ce bonheur, on va pouvoir penser l'UX de manière plus stratégique. Et ceci va nous permettre d'arriver
à l'expérience humaine, ce qu'on appelle aujourd'hui la Human Experience, HTX. Donc, si je reprends cette idée d'embaucher quelqu'un, ben, on va essayer d'embaucher à durée déterminée, d'accord? Et l'entreprise, là, va essayer d'être embauchée à durée déterminée par ses clients, etc. Et donc, on va pouvoir agir sur la chaîne de valeur. Au niveau du client, on va parler de Customer Experience CX, de Brand Experience BX. Je vais vous donner un exemple de Brand Experience que j'ai ressenti, enfin que ma femme plutôt a ressenti, et qui va vous faire comprendre pourquoi c'est hyper compliqué et en même temps très important. Il y a une marque de vêtements à laquelle on fait régulièrement appel pour nos enfants. Et on a toujours été très satisfait de cette marque. Puis un jour, on a commandé sur Internet des vêtements, ça s'est fait livrer, et un des vêtements n'était pas de la bonne taille. On est allé dans un magasin de cette marque, et on a l'habitude d'y aller, où ça se passe toujours très très bien, et on a demandé à échanger le vêtement. Il n'était pas en stock, bon, ça arrive. Ils l'ont commandé pour le faire livrer quelques jours plus tard dans le magasin, tout va très bien. Et pour pouvoir nous retrouver dans le système, la vendeuse, la responsable du magasin en plus, demande à ma femme son identifiant, elle le lui donne, elle la recherche, vous avez deux comptes? Oui, et on ne savait pas qu'on avait deux comptes, je vous rassure. C'est pas normal. Ah, mais c'est parce que vous avez dû passer d'abord par le système internet avant de venir en magasin, sur un ton de reproche, littéralement. Bon, on bug un peu, on se dit, ok, super, moi je veux juste échanger mon truc en fait. Vous avez qu'à résoudre ça. Non mais vous savez, alors ma femme gentiment, oui, je fais comment? Je fais comment? Ah ben c'est facile, vous appelez le service client, ils vont vous faire ça. Hein. Pas de numéro, pas de rien. Ok. Et là, j'étais juste derrière en train d'observer la scène et de me marrer. Et je me tourne et là je vois un joli pensez à nous donner votre avis NPS et pensez bien à mettre 9 ou 10, pas en dessous. Voilà. Donc là, en termes de brand experience, je peux vous garantir que cette marque n'a pas gagné. En tout cas, ce magasin pour sûr. Et c'est triste parce que honnêtement, ça fait des années qu'on est client chez eux et que ça se passe très très bien. Donc notre expérience a été très très mauvaise parce qu'on a ressenti de manière très forte du déplaisir. Et je pense que c'est des choses comme ça que vous viviez très longtemps. Très souvent, pardon. Très longtemps, j'espère pas, mais très souvent. Je pense que ça vous parle, parce que ce sont des choses qui vous touchent. Et la question que j'ai envie de vous poser, c'est vraiment chiant ce truc, pardon. La question que j'ai envie de vous poser, c'est... j'ai perdu mon fil, pardon. Ah oui, comment vous, dans votre travail au quotidien, peu importe votre rôle dans une équipe produit, vous pouvez faire en sorte que cette expérience au-delà de l'équipe produit puisse être positive. Vous essayez de vous projeter, vous allez voir que vous allez poser des questions très sympas. Les réponses ne sont pas toujours simples à obtenir en revanche. Alors, attendez, hein. Et puis, si on va encore plus loin, on va se rendre compte que finalement, toute personne en interaction avec l'entreprise, au sein de l'entreprise, mais peut-être même au-delà, peut améliorer cette expérience humaine. Et on va parler typiquement des employés. Alors là, on va parler d'employee experience, donc on a tous entendu parler de Chief Happiness, bidule, machin. C'est théoriquement pour traiter je dis bien théoriquement, pour traiter l'expérience employée. Et qui d'entre vous est satisfait de l'expérience employée qu'il vit au quotidien dans son entreprise? Je veux bien des mains levées. Voilà, aucune main levée quand même. Ah bon, une. Ah, tu représentes la mienne. Félicitations. Ok. Et pourtant, tout le monde, on a ces fameux Chief Happiness ou les fameux RH qui sont supposés nous aider à... qui, par contre, dans son entreprise, a un questionnaire de satisfaction, un truc qui ressemble, ou participe à un concours Happy at Work ou je ne sais quel autre truc du même genre. Voilà. Voyez-vous, je sais. Pareil, c'est supposé aider à améliorer la satisfaction des employés. Bon. Et rappelez-vous, il y a quelques années, il y avait des architectes d'intérieur qui étaient recrutés pour créer des salles de jeu, des toboggans, et j'en passe, dans les entreprises parce que c'était supposé améliorer l'expérience employée. Bah oui, c'est fun. C'est vrai que c'est fun. Tu veux passer d'une salle à une autre en passant sur un toboggan, c'est génial. Il y a un côté rigolo. En revanche, est-ce que réellement ça augmente la satisfaction des employés? Je ne suis pas sûr.
Et au-delà des employés, on va essayer de penser à l'ensemble des autres, des partenaires, les fournisseurs, les administrations, les régulateurs, tout ce que vous voulez. Parce que, en fait, plus vous allez avoir une expérience positive avec ces gens-là, plus vous allez renforcer votre expérience d'entreprise. Et donc, la Human Experience, c'est tout ça. Maintenant, je vais vous parler d'un framework qui s'appelle Jobs to be done. Alors, je sais que framework, c'est devenu un gros mot. Tout le monde veut péter les frameworks. Je suis désolé, celui-là, je vais vous en parler parce qu'il est plutôt cool. Donc, Jobs to be done, c'est une approche holistique permettant de comprendre pourquoi une personne embauche ou embaucherait quelque chose ou quelqu'un. Et le fait par l'identification des bénéfices résultants, des outcomes, je pense que ça parle à pas mal de monde, des outcomes. Ensuite, par définition du contexte dans lequel sont recherchés ces bénéfices et résultats. Et en pensant à l'ensemble des activités que la personne devrait effectuer pour obtenir ces bénéfices et résultats. Et l'idée, c'est de penser ça en termes de stratégie d'entreprise. D'accord ? En réalité, Jobs to be done, ça va vous permettre d'avoir une innovation centrée sur les bénéfices et résultats, un alignement interdisciplinaire, c'est pas ouf en termes de contraste, pardon, j'ai mal testé mon truc, excusez-moi. Interdisciplinaire dans les différents... Ouais, mauvaise expérience utile, je la vis aussi. La bonne nouvelle, c'est que je la vis aussi, je me plaindrai au service après-vente. Alignement interdisciplinaire sur les différents départements et équipes. L'adaptation continue aux besoins mouvants des personnes et de leur représentation, typiquement des proto-personas, si je parle de l'UX. Et puis, on va appliquer une mesure objective continue de la valeur ajoutée livrée. Qu'est-ce qu'on peut espérer comme impact si on généralise l'UX ? Vous avez remarqué que je continue d'utiliser UX pour parler de l'expérience qui est ressentie par une personne au contact d'un certain nombre de choses. Donc l'idée, c'est que vous allez pouvoir définir les jobs to be done, donc les JTBD, et au niveau de l'entreprise. On dit en fait, les gens auprès desquels on cherche à gagner de l'argent, typiquement dans une entreprise commerciale, ils veulent atteindre ces objectifs-là, ces bénéfices-là, et donc on va pouvoir se dire, ok, ça c'est ce que nous, on veut garantir à l'ensemble de nos clients, nos partenaires, peu importe. Et ensuite, on va pouvoir organiser l'entreprise, c'est-à-dire repenser la manière dont l'entreprise est structurée pour pouvoir permettre de créer des structures avec des missions associées au Jobs to be done. Plutôt que de prépenser une structure avec typiquement des départements, avec des responsables dans le département, puis ensuite on a les sous-départements, puis après on a... Puis au bout d'un moment on a des équipes. Vraiment de se dire, non mais en fait, l'entreprise, je peux directement la structurer avec des missions associées à des groupes de gens. Et ces groupes de gens, ça peut être pourquoi pas des départements, mais ça peut aussi être simplement que des équipes, tout simple. Et c'est typiquement ce que vous avez dans NFix. Je ne sais pas si vous êtes déjà intéressé au framework, enfin, c'est pas un framework, pardon, à NFix. Et c'est là où vous allez pouvoir créer des structures, des building blocks, comme ils disent. Ils parlent beaucoup des Lego, pardon, excusez-moi. Et vous allez pouvoir avoir des structures adaptées avec des niveaux différents en fonction de besoins. Donc typiquement, ce qu'ils appellent eux les bases. Les bases ont une mission, un job to be done, plus global, qui est porté par une équipe de gouvernance, donc ça s'appelle une governance crew. Donc les crews, c'est ce qu'ils appellent les équipes. Littéralement, crew, c'est équipage, parce qu'ils disent équipe, c'est bien comme terme, mais crew, c'est mieux parce qu'il y a cette idée de mission associée. On peut parfaitement créer des équipes pour ne rien faire, hein, ça arrive. Et puis après, vous avez les types de crew et puis tout un tas d'autres approches. En résumé, le X vaut toujours le coup d'être amélioré au sein d'une équipe produit, mais les effets sont limités. Ils sont limités parce que si vous n'êtes pas dans un contexte qui vous permet d'aller au-delà de ce que vous pouvez faire dans l'équipe, ça ne va pas marcher. Si vous étendez le UX en dehors des équipes produits, vous allez encore apporter plus de valeur à l'entreprise, et cette valeur, elle va être apportée à vous en tant qu'employé, à vous en tant que professionnel, mais aussi aux clients, aux utilisateurs et aux partenaires, etc. Et, je me trompe toujours de bouton, grâce aux pratiques du Job to be done au niveau stratégique et de manière plus locale au design thinking, l'UX ou tout autre que j'ai cité précédemment, vous allez pouvoir avoir des équipes produits qui vont pouvoir enfin
déployer leurs ailes et ne pas se sentir contraintes par un cadre qui finalement leur empêche de se développer. Je vous remercie de votre attention. Je n'ai pas pris de questions, je les prends d'habitude en direct. Si vous avez des questions, je vous écoute. Pas de questions? Oui, vas-y, je t'écoute. Ah, tu as le micro. Il y a le poteau, c'est parfait. Merci. Merci beaucoup pour cette présentation. Alors, j'ai juste une question parce que je n'ai pas compris une chose. Tu as présenté 3 typologies au tout début. Une équipe qui est influencée par un coach UX, un UX, et le troisième, je ne sais plus lequel. En fait, l'UX était porté par le PM. Ouais, voilà. Le PM, donc là, c'est pas un spécialiste de l'UX, il est là et il s'intéresse généralement, un PM, à comment, au moins à minima, à comment les utilisateurs vont vivre son produit. Mais souvent, comme il n'est pas professionnel de l'UX, ouais, il va oublier des tas de choses qui sont très importantes pour garantir une UX cool. Et en fait, du coup, je ne sais pas si c'est vraiment une question, j'ai du mal à comprendre pourquoi tu fais la distinction entre les deux autres, du coup, parce que normalement, si on a un UX qui est intégré aux équipes, il va propager et diffuser la culture UX dans l'équipe. Du coup, ça rejoint ta dernière typologie d'équipe. Normalement, si ce n'est que... Alors moi, j'ai vu plein de contextes où déjà les UX designers, de manière générale, sont une équipe à part, un peu comme vous avez une QA à part, ils ne sont pas forcément dans l'équipe. Et même quand ils le sont, souvent les PM ou voire les développeurs ne sont pas très intéressés à discuter avec cette personne-là. Et honnêtement, j'ai aussi vu plein de UX designers rester dans leur coin et considérer qu'eux, ils faisaient leurs recherches dans leur coin parce qu'ils savaient de quoi ils parlaient et les autres pas. Et ça ne crée pas forcément de la collaboration. Donc, dire dorénavant, on ajoute systématiquement un UX designer dans une équipe, ça ne vous garantit absolument pas qu'il va y avoir justement ce travail de pluridisciplinarité. Ok. Voilà. Précisément parce que, c'est pas juste en parachutant, mais je sais pas si vous avez déjà eu, moi, chez B2Moro où je travaille, il y a systématiquement des designers dans les équipes. Je peux vous garantir que, alors c'était une nouveauté par rapport à plein d'autres entreprises où j'ai pu travailler, ce qui est très cool. En revanche, je peux vous garantir que la collaboration, elle n'était pas géniale il y a 3 ans quand j'y suis arrivé. C'est quelque chose sur lequel on a énormément travaillé. Il y avait une forme de relation hiérarchique entre les développeurs et les designers qui était, sans vouloir le balancer à Caroline ici, là, qui est designer chez nous, peut vous en parler. On a beaucoup travaillé pour que justement la pluridisciplinarité ait vraiment un sens chez nous. Okay. Malheureusement, ce n'est pas naturel. C'était tout. Pas d'autres questions ? Salut, du coup moi j'ai bossé chez B2Moro en tant que designer avec des développeurs et la culturation s'est très bien passée en fait avec les développeurs et le projet se passait très bien. Ça s'est perdu après ton départ. C'est triste, hein. Non mais je te jure que c'est vrai. Non mais je te jure que c'est vrai. Ouais, du coup ça me fait un peu mal au cœur d'entendre ça. Ouais, mais y a pas, mais après c'est aussi parce que c'est une entreprise qui a beaucoup grandi et que voilà, mais c'est, je dis souvent personnellement que l'agilité m'a appris un truc, c'est que c'est pas parce que j'ai travaillé dans plein de contextes où ça a été cool et que ça s'est très bien passé et qu'en appliquant exactement les mêmes choses avec exactement les mêmes gens mais dans des contextes différents, ça va de nouveau forcément bien se passer. C'est comme ça. Il y a des mouvements on évolue tous et évoluer ça ne veut pas forcément dire toujours progresser. Non, mais parce que, pour être honnête, pour répondre un petit peu sur le cas là dont on parle, mais il y a aussi parfois de la complaisance qui se met en œuvre, et qui se met en place. On se dit, on fait plus vraiment les efforts. Moi, je parle toujours de la relation, c'est comme dans un mariage en fait. Dans un mariage, au départ, ça se passe en général très bien, et puis il faut savoir remettre un peu d'énergie dans la relation pour que, je dis mariage, mais en fait ça fait pareil en amitié. Si vous êtes dans une équipe de sport, vous allez avoir exactement les mêmes trucs. Vous avez des équipes de sport qui sont extrêmement performantes, puis d'un seul coup tout va chuter avec exactement le même entraîneur, les mêmes joueurs, les mêmes adversaires. Et pourquoi ? Parce que la relation d'un seul coup est plus, il n'y a plus suffisamment d'investissement collectif, individuel et collectif dans la relation. Il ne faut jamais présager ou présumer que ça va toujours bien se passer, malheureusement. Je dis bien malheureusement. Dis-moi.
Pardon, est-ce que vous connaissez des outils pour faire aussi des tests au niveau de usabilité ou quelque chose sur les applications? Bon, je Alors, pense, voilà. Il y en a plein. Je t'invite à te rapprocher vraiment d'experts pour ça, parce que moi, je vais t'en donner, mais je ne suis pas un expert. Moi, je suis coach agile, hein, donc je joue à ça un peu loin. Peut-être Marine, ou Cléo d'ailleurs, si vous avez des outils pour des tests d'utilisabilité. Les Usability Testing Tools. Non, mais après, écoute, je te propose de te répondre. Si tu veux, tu me laisses tes coordonnées et puis je t'en donnerai. Oui, très bien. Merci beaucoup. Avec plaisir. Plus de questions? Pas d'autres questions? Pour une fois que je suis en avance, alors là. C'est clair. C'est pour ça d'ailleurs qu'on le met tout le temps à la fin normalement. C'est vrai, c'est vrai qu'en plus, c'est vrai. Merci beaucoup. Merci à tous.